Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast de CELIE. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Fouché, ancien étudiant de l'IAE de Poitiers. Bonjour Damien. Bonjour. Comment as-tu eu connaissance de l'intelligence économique ? Alors à la base, je suis passionné de toutes les technologies de l'information et de la communication, donc je me suis intéressé très tôt au fonctionnement des ordinateurs, à la programmation, à l'audiovisuel, etc. Et en fait, mon parcours universitaire a fait que j'ai un petit peu touché à tout jusqu'au master. Et je m'intéressais de très près à la manière dont pouvait circuler une information, à la fois sur Internet, mais aussi à travers l'ensemble des médias, au sens large du terme. Et j'ai connu l'intelligence économique en particulier grâce à ma troisième année de licence qui était à l'époque à l'Icomtech, qui a intégré ensuite l'IAE de Poitiers, et du coup grâce aux cours et aux différentes expériences professionnelles que j'ai pu vivre après. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'intelligence économique ? Qu'est-ce qui te plaît toujours aussi dans ce domaine-là ? C'est une notion qui est pas très connue en dehors de la sphère professionnelle dans laquelle on est et qui touche finalement à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je fais de la communication, mais aussi tous les jours de l'intelligence économique. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les différents domaines, les différentes spécialités de l'intelligence économique, c'est que quel que soit le métier dans lequel on est, l'entreprise ou l'organisation dans laquelle on va travailler, on va avoir besoin de nos ressources intellectuelles ou de nos compétences, expertises en intelligence économique qu'on a pu acquérir pendant nos études ou durant nos précédentes expériences professionnelles. On va en avoir besoin systématiquement à un moment ou à un autre. Donc là, dans mes précédents boulots, notamment chez TBWA, j'ai pu mettre en œuvre beaucoup de choses, notamment grâce à l'ouverture d'esprit que m'a apporté l'expertise, on va dire, entre guillemets, intelligence économique. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment ça, tous les jours, dans la manière de comprendre l'information, dans la manière de la transmettre, et dans la manière d'échanger aussi avec son entourage, même dans la vie personnelle, ça sert à comprendre l'actualité, peut-être d'une manière un petit peu différente des autres, sous un autre angle, et c'est ça qui est intéressant. Et dans le privé, justement, dans la sphère privée, amis, famille, c'est aussi quelque chose que les autres apprécient, d'avoir un regard un petit peu neuf, un petit peu différent sur ce qui se passe dans l'actualité. Et donc là, tu as dit tout à l'heure que tu travaillais aussi dans la communication. Donc dans la communication, il y a également de l'intelligence économique. Oui, tout à fait. Oui. J'ai commencé chez TBWA, donc, qui est une grande agence de publicité et communication. Moi, je suis spécialisé en communication institutionnelle, donc c'est la communication de marque et pas de la publicité produit. J'ai commencé en tant qu'analyste réseaux sociaux. Et typiquement, l'intelligence économique se matérialise concrètement par de la recherche d'informations. Tous les jours, j'ai besoin de rechercher de l'information et les méthodologies, les processus de recherche d'informations, ça, je les aurais pas acquis si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit que m'a apporté ma formation en intelligence économique. En tant qu'analyste, j'ai besoin de faire notamment du social listening, donc qui est de l'écoute conversationnelle sur les réseaux sociaux, avec des logiciels, avec des méthodologies que j'ai pu acquérir précédemment. Et voilà. Et la communication, après, dans un sens plus large, l'intelligence économique intervient tous les jours, encore une fois, dans la compréhension dont les flux d'informations circulent et de quelle manière ils sont interprétés par nos cibles. Que ce soit dans des stratégies de communication, donc des campagnes ou une stratégie de communication de tous les jours, en long terme, à l'externe comme en interne, ou dans des stratégies d'influence, et là ça prend tout son sens également. Et donc pour rebondir un peu à ce que tu as dit, donc tu fais de la veille également. En fait, il y a plein de types de veille, hein. La veille informationnelle, ça me sert tous les jours. On a à la fois de manière très pragmatique grâce à des outils, mais juste dans le réflexe de chercher de l'information pertinente pour l'écosystème de mon employeur ou de mes clients, puisque j'avais des clients quand je travaillais en agence, ça sert tous les jours. Et après, on a la veille conversationnelle, par exemple, donc c'est ce que j'expliquais juste avant, le social listening, savoir écouter des conversations publiques, notamment sur les réseaux sociaux, les interpréter et faire une analyse stratégique derrière pour identifier des besoins, identifier des carences dans un sujet en particulier. C'est de la veille aussi, sous une autre forme, mais c'en est vrai. Typiquement, la veille, ça sert vraiment tout le temps. Et donc là, pour revenir également à ce que tu fais et ce que tu as fait aussi dans tes différents métiers, comment tu fais de la veille pour mesurer les évolutions politiques ? Comment tu fais ça ? Vu que tu fais de la communication institutionnelle, comment tu mesures tout ça ? La mesure, si on parle de politique, c'est pas vraiment quelque chose que des communicants vont avoir à mesurer, parce qu'il y a des grands instituts de sondage. On peut pas remplacer une écoute conversationnelle par des vrais sondages sur des milliers de personnes, etc. En revanche, on peut sonder l'esprit général lié à un sujet qui peut être politique. Je
je reparle en particulier des réseaux sociaux, je vais aller sur Twitter, je vais prendre un sujet en particulier qui peut être politique. Je veux savoir le sentiment global à propos de ce sujet. Donc je vais récolter les conversations à travers un outil. Donc il existe plein d'outils qui font ça. Ce sont des outils payants dont certaines entreprises sont équipées. Mais c'est légal? Ah oui, c'est évidemment toujours légal et c'est surtout très encadré, notamment depuis la mise en place du RGPD. C'était déjà très encadré avant, ça l'est encore plus maintenant. Donc on a des outils et on va chercher que du public. En fait, ce sont les plateformes Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn à moindre mesure, parce qu'on ne peut pas trop écouter les conversations sur LinkedIn, mais qui vendent des outils qu'on appelle des API, qui permettent de récolter des informations via un logiciel. Et on peut récolter des données plus ou moins personnelles, beaucoup moins qu'avant, mais avant sur Facebook on pouvait savoir plein de choses, on pouvait savoir les centres d'intérêt, mais vraiment très précis. Maintenant c'est un petit peu plus difficile. Et voilà, donc on récolte ça. On le fait en particulier sur Twitter, parce que Twitter, l'API justement, c'est ce petit outil que vend Twitter au logiciel, est très ouvert et permet de récolter vraiment beaucoup d'informations, mais pas des informations forcément sur la personne, mais plutôt sur ce qu'elle dit. Et derrière, on échantillonne, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon représentatif du nombre de personnes sur lesquelles on a pris les conversations, et ensuite on analyse à travers des mots-clés qui ressortent plus ou moins, on analyse le sentiment des phrases, si elles sont positives, si elles sont négatives. On va se dire, tiens, en fait mon produit s'appelle comme ça, et finalement les gens l'appellent autrement. C'est un exemple bête et grossier, mais en tout cas ça peut arriver. Et là on va peut-être se dire, il y a peut-être un problème avec le nom de mon produit. Alors moi j'étais pas dans le produit, j'étais vraiment dans la marque, donc sur d'autres sujets, mais c'est un exemple assez concret en fait. Par rapport à ça, comment t'adaptes ta stratégie de communication? Est-ce que tu l'adaptes, tu la modifies en fonction des informations que tu reçois? Exactement. Justement, quand on récolte, en fait, les données publiques, donc les conversations publiques, on va identifier alors ce qu'on appelle, ce que les communicants en agence aiment bien appeler un insight. Un insight, pour moi, c'est un enseignement, c'est un petit truc qui va titiller l'esprit, un petit enseignement qu'on va retenir de toute l'analyse qu'on va faire. Encore une fois, ça peut être un enseignement tout bête sur ma marque s'adresse normalement principalement à des hommes, et finalement en fait je me rends compte que la plupart des gens qui parlent de ma marque sont des femmes de 25 à 30 ans. Et ça c'est un enseignement, ça veut dire que peut-être que ma marque intéresse cette tranche de population. Et ça c'est ce qu'on appelle un insight, qui va nous guider derrière pour recibler nos communications à travers les tranches de population, mais aussi à travers des moyens d'agir. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est que mon public n'est pas sur ce réseau social, il est sur un autre réseau social, et je vais trouver un moyen d'aller sur cet autre réseau social, de créer une communication qui peut être matérialisée par une publicité ou une campagne de visuel ou une opération de marketing d'influence sur ce réseau social pour aller cibler la population que je veux cibler. Justement, tu parles de marketing d'influence. Comment crée-t-on de l'influence sur le web et les réseaux sociaux? L'influence, on la crée pas, elle se crée, on peut la forcer un petit peu, mais en réalité, l'influence se crée à partir de la légitimité qu'une personne peut avoir sur un sujet. Sur les réseaux sociaux, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas d'influenceurs quand ça a été créé, et puis des gens se sont mis à parler de sujets en particulier. Je pense à par exemple un blogueur très connu dans l'informatique qui s'appelle Corben, son vrai nom c'est Manuel Dorn, mais il avait déjà un blog et un forum au début des années 2000. Il s'est mis sur Twitter et puis en fait sa communauté a commencé à s'abonner à son compte. Par exemple lui, son sujet c'est tout ce qui va concerner les systèmes d'information, donc en gros l'informatique et tout ce qui gravite autour de ça, la protection des données, etc. etc. Et donc il a une communauté qui est constituée de personnes qui le prennent comme référent dans son domaine d'expertise. Et du coup, il a de l'influence sur ces gens-là. C'est-à-dire que s'il dit que tel logiciel ou telle marque ou une chose, il dit quelque chose sur son sujet d'expertise, ces communautés vont avoir plus tendance à accepter son discours et à se dire qu'il dit la vérité. Même si parfois, alors je parle pas de ce blogueur en particulier, mais parfois c'est pas forcément la vraie vérité comme on dit. Oui, donc c'est un peu pas des suiveurs, mais des personnes qui vont se fier à lui, à son opinion. Ouais, mais ça marche comme ça aussi dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours plus tendance à faire confiance à ses proches qu'à un inconnu. Et d'ailleurs, il y a des stratégies d'influence sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la communication en général, où on va aller chercher la recommandation de la part d'un proche. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une guerre contre les marques, c'est-à-dire que les gens sont hostiles aux marques. Il y a Coca-Cola par exemple, le Coca c'était pas bon pour la santé, si la pub disait le contraire, on avait tendance à croire la pub. Aujourd'hui il y a différentes sources d'informations, du coup on n'y pourra plus trop et on a tendance vraiment à se confronter à ça. Alors que si
tes parents te disent toute ta vie que le Coca-Cola c'est bon pour la santé, tu vas finir par les croire en fait. Donc c'est ça aussi l'influence, c'est l'influence que chacun peut avoir parce que pour toi tes parents sont légitimes, c'est un référentiel en fait. Et voilà. Et sur les réseaux sociaux ça fonctionne de la même manière mais avec des inconnus qui se sont créés une légitimité et auxquels on va s'abonner effectivement, s'abonner sur les différentes plateformes. Et est-ce que justement l'influence, elle atteint toujours le but recherché du départ, le but du départ? Est-ce qu'elle a un impact toujours positif? Sur une stratégie, sur une marque? Oui. Quand c'est bien cadré, oui. En fait, les stratégies d'influence doivent être nécessairement cadrées pour atteindre leurs objectifs. Donc avec un point de départ, un objectif, un message, un média, une cible et surtout un vecteur médiatique en fait qui va être l'influenceur derrière. Si c'est mal cadré, la personne qu'on va solliciter, cet influenceur entre guillemets, risque de ne pas donner à son audience le message qu'on souhaite lui faire porter. Si c'est bien cadré, en général il y a des contrats, hein. Si certains influenceurs sont payés, d'autres le font de manière gracieuse, mais quoi qu'il arrive, il y a un contrat qui lie la marque avec l'influenceur, et ce contrat en fait cadre les choses, c'est-à-dire que si je grossis le trait, on lui demande de dire 3 fois le nom de la marque dans sa vidéo, par exemple. Voilà. Normalement, c'est bien cadré. Après, on a ce qu'on appelle les micro-influenceurs qu'on va solliciter, qui en général font pas ou peu payer. Là, l'idée, c'est de leur... si je souhaite qu'ils parlent de ma marque, je vais leur offrir quelque chose qui va intéresser leur communauté, justement. Eux, ils sont à la recherche de contenu. Ils n'ont pas toujours du contenu à partager, du contenu pertinent à partager à leur communauté. Donc on va aller les solliciter, on va leur dire venez vivre une expérience assez sympa. Je pense à une rencontre avec une personne très connue. Je pense à une visite d'un laboratoire technologique où je ne sais pas si je suis passionné, si je suis un blogueur dans l'informatique, je vais avoir tendance à m'intéresser à des choses qui ont un rapport avec l'informatique. Peut-être que je vais avoir un intérêt à aller visiter une entreprise qui travaille sur l'intelligence artificielle, par exemple, et je vais avoir envie de restituer ça à mes abonnés pour gagner encore plus d'abonnés et in fine plus de légitimité. Et dans ce cadre-là, certains sont pas payés, et là, il faut encore mieux cadrer les choses. Par contre, alors, ma philosophie, et puis celle de l'agence dans laquelle je travaillais avant, c'est qu'on n'impose jamais ce qu'on souhaite faire dire à la personne. C'est lui qui choisit ses mots, et c'est lui qui choisit comment il parle de la marque à partir du moment où c'est pas rémunéré. Il y a un contrat, on dit ok, tu interviens là-dessus, mais après c'est ta ligne éditoriale, c'est toi qui dis ce que tu as envie de dire à tes audiences. Il peut dire du mal, mais en général, quand on a bien ciblé la personne, l'influenceur, et qu'on lui a bien expliqué la démarche, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, donc l'influence doit nécessairement passer par Internet? Non, pas nécessairement. En revanche, c'est Internet et effectivement, c'est les plateformes, que ce soit réseaux sociaux, il reste encore des blogs, il reste encore des forums. Internet a une part très très majoritaire en tant que vecteur d'influence, effectivement. L'influence des gens sont influents, on a des leaders d'opinion dans les médias, qu'ils soient politiques, qu'ils soient directeurs d'une entreprise, qu'ils soient ministres, députés, etc. Ce sont des influenceurs quelque part. Et à côté, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Par contre, les réseaux sociaux ont fait naître des influenceurs qui n'auraient jamais été influenceurs, jamais, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui auraient eu beaucoup moins de chances d'être influenceurs si Internet n'avait pas existé. Et si on met en parallèle vos métiers par rapport à ça, quel est votre point de vue, comment une institution peut influencer justement son public? Comment vous faites, vous, dans la vie de tous les jours, pour influencer le public d'une institution? Alors après, je mets un petit disclaimer, c'est que l'influence, c'est quand même un grand mot, on ne choisit pas qui on va influencer, etc. En fait, nous, en tant que marque, tout ce qu'on souhaite, c'est faire passer un message de la bonne manière. Du coup, ce message, déjà, il est vraiment nécessaire de bien le construire. On va raconter une histoire. Et cette histoire, ça va être une belle histoire. On va essayer de raconter des belles histoires. Dans cette histoire, on va y mettre les valeurs de la marque. Ce sont des valeurs, en général, dans la communication, ce sont des valeurs dans lesquelles chacun se retrouve. Si je pense à Decathlon, par exemple, c'est des valeurs très humanistes qui sont dans l'air du temps, contre la discrimination et pour l'ouverture du sport à tous, absolument tous. Decathlon, ils ont une influence telle qu'ils arrivent à parler de tous les sujets, même les plus polémiques, sans avoir de problème derrière de réputation. Ils ont une certaine aura qui leur permet de faire ça grâce à l'influence qu'ils ont su on va dire, se créer et légitimer auprès de leurs audiences. Il suffit de raconter un message, d'être dans la sincérité. Alors toutes les marques ne sont pas sincères, veulent le faire croire, mais elles ne le sont pas toutes. En revanche, si on a une belle histoire à raconter et qu'on sait mettre les mots, qu'on sait aller sur les bonnes plateformes et qu'on sait cibler les bonnes personnes,
En général, ce message passe bien. Et aujourd'hui, donc, vous donnez des cours à l'IAE de Poitiers. Dans quelle matière, qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants ? C'est la formation à distance en communication de crise et d'influence. Là, on apprend justement ces mécaniques, en fait. J'aime pas vraiment pas. Alors, c'est un cours, c'est parce que c'est une formation diplômante. En revanche, pour moi, ce sont simplement des clés de compréhension de la société et de la manière dont l'information va circuler et de la manière dont on transforme l'information en communication. On apprend à décrypter notre environnement. Alors, on va apprendre quelques outils. C'est surtout du décryptage, en fait, à travers des exemples, à travers des retours d'expérience aussi. Moi, j'ai eu la chance, donc en travaillant en agence, de travailler à la fois pour du public, du privé, des grosses entreprises françaises, des grosses entreprises étrangères. Et en fait, on apprend de tout ça, on apprend les rouages d'un système qui vont permettre derrière de vendre, entre guillemets, un message et une marque. Et quand je dis je donne des clés de compréhension, c'est-à-dire qu'on ne ressort pas du cours en disant « Ok, je suis un roi du marketing d'influence », parce que ça, c'est plusieurs années d'apprentissage. En revanche, on va pouvoir comprendre les stratégies derrière qui sont mises en place par les autres pour vendre une marque ou un produit, mais aussi, pourquoi pas, pour nous déstabiliser en tant qu'entreprise concurrente, peut-être. Et c'est là où on a besoin de ces clés-là en tant que communicant, mais aussi en tant qu'acteur de l'intelligence économique. L'intérêt de comprendre ça pour derrière pouvoir réagir et s'adapter. Et pourquoi l'intelligence économique, à l'heure actuelle, elle est très peu connue ? En fait, c'est une niche. C'est tout simplement une niche. On n'a pas la culture du renseignement, on ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Et là, je prétends pas pouvoir parler de ça pendant des heures, parce qu'il y a Nicolas Monet en est un, des personnes qui pourraient vous parler de ça pendant des heures, mais effectivement, on n'a pas cette culture du renseignement dans le sens large du terme, c'est-à-dire de la recherche d'informations, de l'identification de problématiques liées aux piliers de l'intelligence économique. On ne l'a pas. Les anglo-saxons l'ont développé beaucoup plus tôt. Nous, on l'a développé assez tard. Il y a eu des rapports parlementaires qui ont permis ça. Ces dernières années, c'est plutôt exponentiel, même si ça reste une niche. Le développement de l'intelligence économique se fait parce qu'en fait, on se rend compte, notamment dans le domaine purement économique, qu'on se fait piller des ressources, des savoirs, et qu'aujourd'hui, il y a des collectifs qui démocratisent ce concept. Mais à la base, en tant que Français, on a peu de formations qui parlent de ça, parce qu'on n'a pas cette culture. Même encore dans les ministères, dans certains services de renseignement, cette culture, en tout cas de l'intelligence économique pure, peine à émerger. Mais depuis quelques années, ça tend à changer quand même. Ça évoluera, mais ça ne deviendra pas quelque chose vers lequel on se redirigera naturellement. Moi, je me suis dirigé vers ça parce que je me suis toujours intéressé au système d'information et à la technologie qui va derrière. Je n'identifiais pas ça de l'intelligence économique à l'époque, mais je faisais déjà beaucoup de veille via des outils hors de portée de tout le monde avant d'arriver dans cette formation. Et derrière, il y a ceux qui arrivent en cours de route, qui se rendent compte qu'effectivement, on a besoin d'avoir une culture de l'information et du renseignement, et qui se dirigent vers des formations, ou qui se dirigent vers un métier, ou qui s'auto-forment, et qui développent cette culture. Et ce ne sera jamais aussi connu que... les formations ne seront jamais aussi connues que d'autres formations, et les métiers de la même manière. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans vos métiers, dans vos expériences personnelles comme professionnelles, par rapport à ça ? J'ai pas rencontré d'obstacles, et au contraire, ça a été vraiment un plus, parce qu'on se débrouille sur beaucoup de sujets quand on a une formation en intelligence économique. Les formations sont professionnalisantes déjà, que ce soit cette formation à Poitiers, mais les autres formations aussi. Les niveaux sont très très intéressants. Et du coup, on sait faire plein de choses que les gens ne savent pas faire. Ce que je disais tout à l'heure sur juste la recherche d'informations. Savoir rechercher sur Google, je peux vous garantir que personne ne sait faire. Les gens tapent une phrase et voilà. Et encore, Google s'est amélioré, justement, c'est adapté à la moyenne des utilisateurs. Mais personne ne... Allez, je dirais, je ne vais pas donner un pourcentage, mais la majorité des personnes qui recherchent sur Google ne savent pas ce que c'est une requête booléenne. Ça, par exemple, c'est le genre de choses qu'on apprend et qu'on peut apporter. Moi, j'étais spécialiste de la recherche d'informations. Dans tout mon boulot, on me demandait, cherche un truc sur Internet, trouve-le. Et alors, je ne suis pas un détective, mais en tout cas, c'est une démarche... dans laquelle moi j'avais des grandes facilités, dans la veille, recherche d'information, et dans la protection de l'information aussi. Savoir alerter, typiquement ma boîte sécurisait mal ses systèmes d'information. Une de mes anciennes boîtes sécurisait mal ses systèmes d'information.
Moi, j'ai pas la formation pour prétendre être directeur de système d'information. En revanche, j'avais la connaissance nécessaire, l'ouverture d'esprit nécessaire pour dire attends, ton mot de passe, c'est password, tu vas pas non plus protéger toutes nos données avec ce mot de passe. Ça, typiquement, on l'apprend pas ailleurs. On apprend ce genre de choses, en tout cas, dans une formation en intelligence économique. Et ça, c'est une poussière sur la myriade de compétences qu'on peut acquérir avec la formation. Merci Damien pour cette discussion très enrichissante, puisque tu as un parcours très enrichissant. On te souhaite le meilleur pour la suite et on espère surtout que tu vas revenir à l'IAE. Et merci également à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce premier podcast. Et soyez prêts pour le prochain podcast. À bientôt.